Bonsoir tout le monde. Salut Chloé-Anne. Salut Déborah. Alors Chloé-Anne, c'est la 4e émission C'est plus clair de la saison et oui. cette fois, on l'a fait en direct du centre de recherche du CHUM à Montréal et pour parler des maladies rares. Et oui, les maladies dites rares ou orphelines, parce qu'elles touchent pas beaucoup de monde au sein de la population et c'est malheureusement, Déborah, ce qui fait que la recherche en est limitée. Justement, tout au long de cette émission, on va parler des défis de la recherche, mais de surtout ce qu'on peut faire pour les relever. Notamment pour développer notre compréhension des maladies rares, aussi pour rendre le système plus prévenant à l'égard des patients et enfin pour renforcer et promouvoir la recherche collaborative. Et bien sûr, on vous invite sur le plateau et surtout au cœur de l'émission et on espère que dans une heure, c'est plus clair. Maladies rares. Comment optimiser les efforts de la recherche? C'est le titre de cette émission spéciale de la rédaction de C-Sciences en partenariat avec le regroupement québécois des maladies orphelines, le RQMO. Mon nom est Déborah Cherenfant et j'aurai le très grand plaisir de co-animer cette émission spéciale avec la rédactrice en chef de C-Sciences, Chloé-Anne Touma. Salut Déborah, plaisir partagé évidemment, comme d'habitude. Écoute, c'est un grand plaisir, Chloé-Anne, parce que moi, je suis convaincue que je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Et on dit maladie rare, mais elle touche de plus en plus de monde. Exactement. Donc, évidemment, là, on parle de 700 000 Québécois qui sont atteints de maladies rares. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est pas beaucoup de monde. Puis ça, c'est sans compter les proches qui sont affectés. Parce que quand on met tous les cas répertoriés ensemble, bien, finalement, on voit que ça touche une bonne proportion de la population. Donc, on peut dire des maladies rares, mais des malades pas si rares que ça. Merci beaucoup, Chloé-Anne, pour ces chiffres. Et pour parler de ces enjeux, mais aussi des solutions à mettre de l'avant, on a la chance d'accueillir tout au long de l'émission 2 observateurs qui vont rester avec nous. Donc, je vous demande d'accueillir et d'applaudir chaleureusement Jonathan Pratt, qui est directeur général du RQMO, et aussi Carole Jabet, directrice des fonds de recherche du Québec en santé. Merci, Jonathan. Merci, Carole, de vous joindre à nous. On va accueillir dans quelques instants les premiers invités également qui sont confrontés aux enjeux d'errance diagnostique du côté patient et aussi du côté professionnel. Mais avant ça, Chloé-Anne, dans cette émission, on va parler surtout des efforts collectifs. Oui, c'est important de mentionner que tout le monde peut jouer un rôle actif, participer au mouvement là, pour sensibiliser, s'éduquer, améliorer notre compréhension des maladies rares. Et justement, bien, les premiers à le faire, c'est les malades eux-mêmes qui s'improvisent finalement influenceurs parfois et qui vont sur les réseaux sociaux partager leurs témoignages. Et ça, on se rend compte que ça aide beaucoup à rejoindre la collectivité à grande échelle. Donc justement, là, je vous propose de regarder un extrait, là, une compilation de témoignages qui rayonnent particulièrement sur le web, choisi par la rédaction de C-Sciences. Le problème, c'est que j'avais beaucoup de problèmes. Puis, on savait pas ce que j'avais. Fait que, on m'a diagnostiqué une maladie qui était inconnue. Pour ensuite me dire que j'avais une genre de dystrophie musculaire non caractérisée. Fait que c'est pour ça que je souris pas puis que j'ai l'air bête, que j'ai l'air bien raide. Pour les enfants qui sont atteints du syndrome de Zellweger, ben, je sais pas si tu sais à quel point ça ferait une très grosse différence. Quand tu as un enfant qui est atteint d'une maladie extrêmement rare comme Thomas, puis qu'il y a environ 200 personnes vivantes dans le monde entier qui sont atteintes de cette maladie-là, c'est très, très, très difficile de ramasser des sous pour la recherche. Je reçois parfois des commentaires assez méchants, assez horribles. Genre, t'aurais dû mourir. Je m'appelle Stélina, j'ai 32 ans. Je suis atteinte d'une maladie génétique qui s'appelle Théribia multiple et je suis sur les réseaux. Je kiffe ça. Chloé-Anne, on peut dire que ça donne le ton et ce sont des témoignages qui sont viraux sur TikTok? Oui, exactement. Donc là, ça permet évidemment de réduire ce décalage qu'on peut avoir entre nos perceptions des maladies rares et ce qu'ils vivent au quotidien parce qu'il y a des symptômes qui sont visibles, d'autres qui sont invisibles. Puis il y a toute la réalité sociale aussi entourant ça. Donc je pense qu'on a des invités qui vont mieux en parler que moi. Mais définitivement. Merci Chloé-Anne. Puis justement, Jonathan, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Vous animez des webinaires sur le sujet pour montrer et faire rayonner un peu les témoignages des personnes atteintes de maladies rares.
Jusqu'à quel point vous trouvez que c'est utile et pertinent d'être présent sur ces différentes plateformes? Bien, en fait, c'est notre rôle comme association de patients. Nous, ce qu'on souhaite le plus possible, c'est de mettre de l'avant justement ce que vivent ces personnes-là. Et moi, ça vient me chercher ces témoignages-là parce que justement, c'est des choses qu'on ne parle pas souvent. Heureusement, en fait, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites au niveau de la recherche. Il y a de plus en plus de chercheurs qui travaillent justement sur ces maladies-là. Et puis, le but, en fait, c'est de trouver une façon d'aider ces patients-là. Donc, nous, comme association de patients, ce qu'on a décidé de faire, c'est des collaborations avec des groupes, justement, de recherche, comme le réseau québécois pour les maladies rares. On a aussi une collaboration avec le réseau TCEL, donc en thérapie cellulaire, génique et tissulaire. Et ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est justement des projets de recherche qui sont très ciblés sur ces maladies-là. Et on essaie toujours d'avoir un ou plusieurs patients qui vont justement participer à ces projets-là ou les commenter justement sur comment ça va les aider dans leur maladie. Donc, c'est super important. Puis, en fait, c'est ça qui va permettre justement d'arriver à potentiellement des nouvelles thérapies ou des nouveaux médicaments. Merci pour ces précisions, Jonathan. D'ailleurs, je me permets de faire une deuxième précision. Vous dites Réseau québécois des maladies orphelines ou Regroupement québécois des maladies orphelines? Ben, Parce qu'on va citer souvent le nom oui. ce soir. En fait, oui, c'est à ne pas confondre, effectivement. Là, donc, nous, notre organisme s'appelle le Regroupement québécois des maladies orphelines, donc le RQMO. Mais il existe aussi un nouveau réseau de recherche québécois en maladies rares qui s'appelle en fait RARE QC. Et justement, c'est à ne pas confondre, là, effectivement. Et on aura l'invité un petit peu plus tard dans cette émission qui va venir nous en parler. Carole, lorsqu'on parle de recherche, on parle aussi beaucoup de distance avec le public, comment on fait pour rejoindre, j'ai envie de dire, la masse. Est-ce que c'est un type d'initiative qui permet de réduire un peu l'écart qu'on a entre l'information qu'on peut faire circuler auprès d'une plus grande population et ces personnes atteintes de maladies rares? Je crois que c'est super important, effectivement. Je dirais que le genre d'initiative qui va diminuer la distance, c'est premièrement celle qu'on a ensemble, tous ensemble aujourd'hui. Je pense que ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Puis c'est important à deux niveaux parce qu'on va donner de l'information, on va sensibiliser, puis ça, c'est ce qui nous permet de réduire cette distance. On va partager, comme vous venez de le faire, le quotidien des gens qui vivent avec ces maladies rares. Et on l'a dit, ils sont finalement relativement nombreux. 700 000 personnes, quand on est 8 millions d'habitants ou quelque chose comme ça, on connaît probablement quelqu'un qui est atteint d'eux. Par contre, chacun est quasi unique dans sa propre maladie. Donc, une émission comme ça et le fait de pouvoir s'éveiller à la réalité à travers les réseaux sociaux, ça va ensemble. Et je dirais qu'il va falloir multiplier les tribunes et multiplier les débats et multiplier l'information et la discussion qu'on peut avoir autour. Je pense que la recherche, et ça c'est vrai dans tous les domaines, ne peut pas se faire si elle ne se nourrit pas à un moment donné du vécu des individus, de leur environnement. Ça prend ça pour poser une bonne question de recherche. Merci beaucoup. En tout cas, Carole, c'est un des objectifs qu'on va essayer de réaliser ce soir avec cette émission. Merci à vous deux. Je vous propose de démarrer la réflexion collective avec notre premier axe de discussion qui est de développer une meilleure compréhension des maladies rares. Chloé-Anne, d'ailleurs, le premier défi, lorsque la maladie se déclare, c'est de l'identifier. Exactement. Puis là, on a un portrait avec plusieurs chiffres que je vais vous donner. On va commencer par le fait que ça prend 5 à 7 ans en moyenne pour diagnostiquer avec précision une maladie rare. Donc, il y en a pour qui ça peut prendre toute la vie. Mais ça, c'est un chiffre qui nous vient des instituts de recherche en santé du Canada. Et la moitié des patients seraient sans diagnostic quand on parle de maladies rares. Donc, quand même, la moitié. Il faut aussi savoir qu'on recense pas moins de 8000 maladies rares et dans 80% des cas, c'est de cause génétique. Puis aussi, il faudrait dire que c'est dans le 2 tiers des cas des enfants qui sont touchés. Donc, on parle même d'un enfant sur 40 qui naîtrait avec une maladie rare. Quand même, hein? Effectivement. Merci beaucoup, Chloé-Anne. Il y a des exemples d'initiatives en recherche qui permettent de mieux échanger l'information entre chercheurs et intervenants. Oui, il y a un projet de Génome Canada que je trouve pertinent à mentionner. Donc, on parle vraiment de médecine de précision, de génomique, de tout ce qui est facteur génétique. Donc, mieux
avoir un portrait des caractéristiques génétiques pour mieux comprendre les maladies rares. Ça, c'est important. Et ils ont développé quelque chose qui s'appelle le connecteur de données. Donc ça permet évidemment, entre institutions cliniques et tout ça, d'avoir ces données-là décolligées puis de s'en servir. Donc ça, c'est le genre d'initiative qui fait avancer la recherche très certainement dans les maladies rares. Justement, Carole, est-ce que c'est un des premiers défis de la recherche pour être en mesure de mieux identifier et diagnostiquer les maladies rares, de pouvoir échanger, partager ces données? J'allais dire non seulement échanger et partager les données, ne serait-ce que les repérer est extrêmement important. Donc, c'est être capable de distinguer dans l'ensemble de données qui sont manipulées à travers des trajectoires de soins, lesquelles, parce que rappelons-nous, on connaît pas encore, on n'est pas encore diagnostiqué sur quel œil il va falloir, sur quelles données va-t-il falloir porter son œil. Donc, oui, et sur ça, on a besoin de travailler en réseau. Je pense que ça va être avec regroupement le mot-clé de l'émission, parce qu'on est dans l'unicité, et l'unicité, il faut qu'elle devienne un tout, donc on a besoin de monde. De tout le monde. Merci, Carole. Jonathan, on a entendu, Chloé-Anne le précisait, ça peut prendre 5 à 7 ans d'errance diagnostique. Des fois, on peut même aller à des décennies. Comment c'est possible? Bien, en fait, pour certaines maladies, c'est des symptômes qui sont tellement pas associables les uns des autres. Donc, dans une maladie commune qu'on connaît, qui est bien caractérisée, il y a des symptômes, des signes qui sont vraiment en étroite relation avec le diagnostic. Et dans le cas des maladies rares, pour plusieurs, en fait, maladies rares, c'est que les symptômes ne coïncident pas vraiment les uns avec les autres. Donc, ça fait en sorte que ça nécessite des tests diagnostiques beaucoup plus poussés. Et ça, bien évidemment, ça prend plusieurs spécialistes. Donc, Chloé-Anne a mentionné 5 à 7 ans avant d'avoir un diagnostic. Moi, je peux vous rajouter une statistique qui dit que c'est entre 12 et 14 spécialistes que normalement le patient va voir avant d'avoir un diagnostic. Pourquoi? C'est que quand on commence à investiguer, bien, on a besoin de tout le monde. On a besoin de parfois un neurologue, parfois le gastro-entérologue, parfois... Bref, toutes les spécialités peuvent être nommées. Et puis, en fait, j'ai plusieurs exemples. Même dans mon équipe propre, mon adjointe administrative l'a vécu avec son garçon pendant 14 ans d'errance diagnostique. Puis, la mutation qui est affectée, en fait, dans son cas, c'est un gène qui s'appelle MORC2. Et on estime à 50 personnes à travers le monde qui seraient atteintes de cette mutation-là. Et juste pour vous dire, il n'y a pas de projet, en fait, en Amérique du Nord sur cette mutation-là. Elle va partir justement là, cet automne pour un projet de recherche en Angleterre. Donc, ça vous donne une idée, c'est extrêmement rare. Et puis, malheureusement, en fait, c'est pas si rare que ça qu'on voit des patients atteindre justement le 7 ans et même plus d'errance diagnostique. Alors, pour tenter de répondre à ces enjeux, nous allons accueillir sur notre plateau Cassandra Poitras et le docteur Ahmed Zaki Anwar El Afaf. Cassandra, je vais commencer avec vous. Vous êtes patiente partenaire auprès de différents acteurs, dont Catalyse Québec, Montréal Envivo et le Centre de recherche du CHUS. Vous siégez comme vice-présidente au conseil d'administration du RQMO et en tant que patiente partenaire à SSA Québec, vous avez aussi lancé en début d'année le projet Conseil Zèbre politique. Ce n'est pas pour rien que vous êtes assise à côté du zèbre d'ailleurs et entamé une maîtrise en recherche en administration publique à l'ENAP. Bref, vous êtes très impliquée autant sur la scène publique que dans l'ombre. Docteur El Afaf, merci d'être avec nous. Vous êtes chef du service de médecine génique au CHUM, médecin généticien, professeur agrégé de clinique et professeur agrégé d'université affilié au Centre hospitalier Université de l'Université de Montréal. Vous spécialisez et avez des intérêts dans la médecine personnalisée, l'oncogénétique, les neurosciences, la santé publique et la prévention. On prend une respiration. Docteur El Afaf, on va commencer avec vous. Première question, démystifier les maladies rares. Quels sont les types de maladies rares qu'on distingue? Est-ce qu'il y en a des plus connus que d'autres? Bref, dites-nous tout ce que vous pouvez nous dire là-dessus. Parfait. Alors, merci tout d'abord de l'invitation et puis des belles choses que j'ai entendues tout à l'heure. En fait, les maladies rares, comme vous les avez définies tout à l'heure, en plus de leur fréquence, on dit moins de 1 pour 2000 personnes. Elles sont définies par le fait qu'elles sont rares, mais elles peuvent toucher aussi bien le fœtus que l'enfant à la naissance,
que l'enfant durant son développement et plus tard l'être humain à l'âge adulte et même bien plus tard. Et cette distribution dans le temps, elle est liée au fait qu'on a des mécanismes, comme vous l'avez dit, 80% des maladies rares sont des maladies génétiques. Dans le fait des mécanismes qui sous-tendent ces maladies, il y a une multitude de mécanismes de mutations qui peuvent arriver chez le fœtus lui-même sans que ça soit hérité des parents, par exemple. Et puis la technologie moderne nous démontre des images échographiques ou IRM chez le fœtus qui pourraient laisser penser qu'il peut y avoir une maladie connue ou pas connue. Et donc on a comme déjà une définition à cette étape de la vie avec des interventions thérapeutiques aussi. Donc, en plus de cette distribution-là qui est liée à des mécanismes spécifiques, on peut avoir aussi une présentation de maladies génétiques rares qui sont liées à des mutations dans les mitochondries, dans l'ADN mitochondrial. Tout à l'heure, j'ai entendu comme une présentation clinique qui pourrait correspondre à une maladie mitochondriale. En fait, c'est comme l'existence de plusieurs symptômes chez un patient, mais qui n'ont pas de logique entre eux, qui touchent plusieurs systèmes en même temps. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de dire, finalement, connaissant un spectre très large de présentation, comment on peut reconnaître et comment on peut outiller les professionnels de la santé à reconnaître une maladie rare. Cassandra, ça fait 8 ans que les maladies rares ont intégré votre quotidien. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est-ce que les défis vous affectent? De quoi souffrez-vous? Bref, comment est-ce que ça se passe pour vous? Oui, je commencerai par de quoi je souffre, d'errance de diagnostic. Je pense que c'est la première réponse que je peux commencer. En fait, ma vie a basculé en 2016, après ma première campagne politique. Du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des symptômes. J'avais de la fatigue, de l'épuisement. J'ai commencé à avoir des chocs anaphylactiques de cause idiopathique. Il y avait des symptômes qui ne collaient pas. On avait beau essayer d'éplucher les diagnostics communs, de réactions allergiques. OK, c'est peut-être le stress, l'angoisse. Je me suis même déjà fait dire, est-ce que c'est pas dans ta tête? Malheureusement, je pense que Jonathan peut attester que dans le cas des maladies rares, on se le fait souvent dire. Et puis, d'année en année, ça s'est de plus en plus empiré. Ça a commencé à avoir des impacts sur ma vie, tant académique, au travail, la vie sociale. On reprenait de moins en moins. Et puis, c'était difficile tant pour moi que pour mes proches, parce que mes parents n'avaient pas de réponse, mes amis, mes collègues, tout le monde voyait mon état se détériorer. Et puis, mais c'est quoi, Carla? On n'est pas capable de trouver. Je me suis promenée de spécialiste en spécialiste, d'institut en institut. J'ai dû voir au moins une vingtaine de médecins, si c'est pas plus, dans différents départements, cardiologie, en allergologie, immunologie, rhumatologie. On peut toutes les éplucher, mais on va être là encore ce soir. Et on a commencé à avoir des pistes de diagnostic. On a dû éplucher une dizaine de pré-diagnostics, mais à chaque fois, les résultats revenaient négatifs. À chaque fois, ça doit être une tumeur neuroendocrine selon les symptômes. Oh non, finalement, c'est pas ça. OK, bien, ça doit être une maladie rhumatologique d'après les symptômes. On se basait toujours sur les symptômes. On a essayé des traitements, on a essayé. Puis finalement, c'est un jour un médecin qui a fait « ça fonctionne pas, il faut arrêter de travailler en silo, il faut commencer à essayer de penser en amont. Prenons les symptômes, on va les mettre ensemble, les noter, puis essayer de les analyser. Parce que le problème, c'est que si on se base juste sur les symptômes, tout le monde peut avoir des douleurs aux genoux, tout le monde peut avoir de la fatigue, tout le monde peut avoir des hypoglycémies en tant que tel. Donc, il y a tellement d'explications possibles. Et c'est là que j'ai commencé à m'impliquer comme patient partenaire. Pour moi, je devais essayer de trouver une façon de pouvoir justement virer en positif toute cette expérience-là. Je me disais, je ne peux pas croire que le patient ne peut pas avoir son mot à dire là-dedans. Et la réponse, c'est que je suis encore en errance de diagnostic. Cette semaine, on commence à avancer, mais enfin, je suis fière de dire que j'ai enfin une porte d'entrée en génétique après 8 ans. Mais il y a eu beaucoup de réticence parce que malheureusement, je suis une adulte. Et la génétique pour des adultes, c'est très difficile à avoir accès. Souvent, c'est en dernier recours quand que tout le monde déclare qu'ils sont au bout de ressources. Donc, ma fierté de la semaine, c'est de dire que je m'en vais en génétique. Et on est fiers avec vous et pour vous là-dedans, Cassandra. Mais au-delà de votre cas personnel, vous avez aussi décidé de vous impliquer pour la cause, pour aider à soutenir d'autres personnes qui pourraient vivre avec des maladies rares ou qui même sont en errance de diagnostic.
par quoi ça passe justement, ça se concrétise, cette implication-là de votre côté? En fait, de mon côté, je commençais par dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise définition au partenariat patient. Ça peut prendre différentes formes selon les capacités de chacun, les réalités de chacun et ce que les gens sont capables de faire. Par exemple, moi, dans mon cas de ma pathologie, je suis capable, dans mes bons jours, de pouvoir aller justement dans des événements, de pouvoir faire entendre le partenariat patient, puis de pouvoir justement faire rayonner dans différentes actions, tant par mon poste de vice-présidente au RQMO qu'au niveau de mon niveau dans la recherche, dans la politique. Moi, je me spécialise beaucoup dans le volet politique, vu mon expérience à l'extérieur en politique également et dans le champ de mes études. Mais ce que je trouve important du partenariat patient, c'est que je trouve on tasse souvent les patients, mais moi, je trouve qu'on devrait les prendre comme des acteurs prenants. Non seulement comme une expérience, souvent on dit dans le domaine de la santé quantifiable, mais je trouve qu'on devrait les mettre de l'avant parce que souvent, dans le cas des maladies rares, par exemple, ils ont beaucoup de réponses. Beaucoup de réponses qu'on ne peut pas avoir dans des résultats, exemple médicaux, comme des prises de sang ou tout ça, puis que souvent, les réponses, ils sont là. Une dernière question et je vais vous demander de réagir très rapidement. Docteur Elafaf, Cassandra mentionnait, et ça m'est resté, malheureusement, j'étais déjà adulte, et d'ailleurs, c'est un des défis que vous mentionnez dans le cadre d'un diagnostic d'une maladie rare. Pourquoi c'est comme ça? Le passage à l'âge adulte. Les maladies rares se présentent d'une façon très particulière. Il y a des patients pour lesquels on a le diagnostic tout de suite. D'autres, pour la même maladie, un phénotype très différent. Donc, il y a cet aspect très hétérogène de présentation. Et il y a la cause qui est multiple, parfois, c'est des mutations privées dans les familles. Puis, donc, c'est comme une cause qu'on ne va pas retrouver chez les autres patients. Il y a l'insuffisance d'exposition à la discipline. Et donc, on appelle de toutes nos forces à ce que la formation, l'enseignement de la génétique et des maladies rares, la sensibilisation aux maladies rares devienne une réalité. Donc, tout à l'heure, on a parlé de santé publique. Donc, ce n'est pas pour rien que je m'intéresse à la personnalisation des soins, mais aussi pour démocratiser la génétique au profit de la santé publique. La santé publique. Et peut-être une dernière question rapidement, Cassandra. Est-ce que vous avez des exemples d'initiatives qui ont fonctionné dans le cadre de ce partenariat avec les patients que vous pouvez nous nommer rapidement? Il y en a plusieurs. Exemple, une très belle initiative, c'est CSSA Québec. Exemple, le magazine Expérience. Il y a plusieurs projets en collaboration aussi. Par exemple, Catalyst, Montréal In Vivo, on siège tous les deux sur des tables sur les maladies rares aussi, qui a été lancé le plan stratégique. Il y en a plusieurs. Une des choses, par contre, pour rebondir avec vous, pour faire un lien, c'est justement à l'UDM, on travaille en partenariat avec les futurs professionnels de la santé pour faire de la sensibilisation sur les maladies rares. Donc, je pense qu'il y a un lien à faire tant pour la recherche, tant pour la génétique, mais pour les futurs professionnels en amont, travailler avec les patients pour pouvoir identifier le rare le plus tôt possible pour pouvoir mettre en place le traitement nécessaire. Ça permet, Déborah, je pense aussi, docteur, vous allez parler du réseau, peut-être Navinat, un petit peu, juste une petite surprise. C'est ça, oui. Donc, il y a, le Québec se dote de structures qui sont vraiment très importantes pour harmoniser un peu les pratiques, tout ça. Et puis, donc, récemment, dans le cadre justement du plan stratégique pour les maladies rares, il y a un organisme qui a été mis en place, qui est en train d'être installé, qui est la navigation nationale, provinciale pour les maladies rares. Donc, le CHUM et Sainte-Justine travaillent de concert pour coordonner la fluidité des patients. Donc, on va avoir comme une sorte de guichet unique à travers lequel les demandes pour une possibilité de maladie rare. Les sirènes s'excitent avec nous, parce que c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est comme des you-you. On a hâte de voir ce réseau se mettre en place. Donc là, ça va permettre de bien fluidifier le flux des patients et en même temps documenter un peu leurs besoins et les orienter vers les centres d'expertise au sein des centres de compétences, donc qui sont définis par le ministère. Donc, probablement, il va y avoir une annonce dans les prochaines semaines pour ça, puis on la salue vraiment haut et fort. Et on va rester à la côte. Merci beaucoup, Dr. Elafaf. C'est peut-être le temps d'aller chercher quelques réactions dans le public et surtout de vous remercier. Merci, Mme Poitras. Merci, Dr. Elafaf, pour vos témoignages et de nous partager un peu de votre expérience. Est-ce qu'il y a des réactions dans le public? Bonjour, mesdames, messieurs. Bonjour. Question que je me pose, quand vient le temps de trouver une aiguille dans une botte de foin, il me semble que l'intelligence artificielle aide beaucoup. J'aimerais savoir votre point de vue, à savoir comment ça peut aider avec les maladies orphelines, maladies rares. C'est sûr que maintenant,
les technologies avancent. La génomique va prendre de plus en plus de place. Ça va être probablement un pas à faire dans le futur. Il y a, juste pour exemple, un diagnostic rapide dans les 8 jours, disons, qui serait possible pour les enfants qui sont nés avec une détresse vitale, pour lesquels nous n'avons pas de diagnostic, et puis on veut savoir s'il y a des conditions traitables. Donc là, la génomique va être essentielle. Donc, une investigation de tout le génome va nous donner les réponses. C'est sûr qu'avec ça, il y a l'outil de l'intelligence artificielle avec ses mégadonnées, ses pipelines, tout ça. Donc, c'est un domaine qui va probablement révolutionner encore plus la pratique. Très bonne question, en tout cas. Oui. D'autres réactions? Si je peux me permettre, moi, personnellement, je trouve que dans le cas des maladies rares, c'est un outil indispensable, surtout pour pallier au manque de connaissances générales, pour pouvoir identifier, est-ce que j'ai devant moi un cas de zèbre? Est-ce que j'ai un cas de maladie rare? Puis, qu'est-ce que je peux faire? Donc, peut-être pas remplacer justement la technologie, mais pallier un manque de connaissances avec en tandem aussi le patient. Donc, justement, avoir le patient partenaire qui peut apporter en fait un supplément au niveau de l'expérience, puis aller chercher le IA pour pouvoir identifier certains cas peut-être. Éventuellement pour croiser aussi des données, de la recherche. On le sait qu'ils le font déjà dans le domaine juridique pour croiser de la jurisprudence, mais là, ben, on va avoir finalement accès à toutes ces bases de données puis instantanément retirer l'information. Donc, oui, c'est très pertinent, je pense. Merci. Merci pour vos réactions, cher public. Donc, merci aussi, Dr. El Affaf, d'avoir été avec nous pour ce segment. Et Mme Poitras, merci pour vos témoignages encore une fois. C'est le temps d'accueillir peut-être notre deuxième groupe d'invités pour aborder le deuxième axe de réflexion collective. Un axe qui va nous permettre de poursuivre notre réflexion collective et on parle vers un système plus prévenant à l'égard des patients et patientes touchés. Chloé-Anne, d'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure, l'errance diagnostique, on l'a mentionné à plusieurs reprises d'ailleurs, que certains patients entraînent toute leur vie. Tu as parlé de 5 à 7 ans, on a parlé même d'une dizaine d'années avec Jonathan. Bref, durant cette période, ils peuvent rencontrer plusieurs consultants, plusieurs spécialistes, mais ils se heurtent souvent à l'ignorance de certaines personnes, certaines institutions. Oui, ça, c'est un enjeu, hein, Déborah, puis Cassandra a mentionné aussi cette espèce de système où il y a des doublons, il y a beaucoup de consultations, il y a des tests des fois qu'on refait alors qu'on les a déjà faits, on est pris en charge dans une urgence, on a une crise, une poussée liée à sa maladie ou à autre chose, un autre mal qu'on vit, puis les professionnels sur place qui nous accueillent ne savent pas trop comment gérer notre cas parce que c'est méconnu. Donc, ça, c'est un enjeu. Et on a une statistique là, qui rapporte que 20 000 $, c'est le montant, en fait, que ça coûte pendant la période dont on a parlé de 5 à 7 ans d'errance diagnostique. C'est ce que ça coûte en moyenne à une personne là, en consultation, en test et tout ça. Donc, c'est quand même significatif. Et c'est sans compter tous les besoins d'accommodement, de commodité là, pour aménager finalement dans son quotidien certaines aides. Donc ça aussi, des fois, ça coûte des sous. Effectivement, beaucoup de sous, comme tu le dis si bien, Chloé-Anne. Jonathan, je me tourne vers vous. Au RQMO, vous devez quand même être très bien au fait de la lourdeur un peu du système de santé pour identifier, diagnostiquer, comme on l'a dit, mais aussi pouvoir desservir cette population de patients et patientes qui vivent avec des maladies rares. Qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça? Certainement. Ben, en fait, je prendrais, Dr. El Affaf a mentionné justement le rôle justement de la connaissance dans les pratiques et tout ça. Puis, il faut le dire, en fait, là, nous, en fait, le RQMO, on a commencé des pourparlers avec les facultés de médecine, facultés de pharmacie de différentes universités. Puis, on se rend compte que, en fait, les maladies rares, de façon générale, ne sont pas vraiment vues comme tel. Donc, au niveau des programmes de médecine, on en parle dans des cours de génétique, mais c'est pas très bien développé. Au niveau de la pharmacie, mais on en parle zéro. Donc, les pharmaciens qui sont sur le terrain, bien, souvent, les connaissances qu'ils développent en maladies rares, c'est justement avec les patients. Donc, pour moi, quand on parle de diagnostic ou qu'on parle de suivi, de prise en charge des patients, bien, c'est le plus grand défi auquel les patients sont confrontés. C'est que tout dépendamment dans quelle région du Québec ils vivent, tout dépendamment avec quel professionnel de la santé ils font affaire,
ben, parfois, ils peuvent avoir d'excellents services ou de moins bons services. Et ce n'est pas vraiment la faute du professionnel de la santé comme tel parce qu'on demande excessivement de choses à ces professionnels-là, donc ils sont déjà submergés. Mais je pense que, un peu comme Cassandra disait tantôt, je pense qu'il faut, encore une fois, y aller en amont et laisser justement de la place dans les programmes de formation et pas juste pour les médecins ou les pharmaciens, mais l'ensemble des professionnels de la santé. Donc, on parle d'ergothérapie, on parle de physiothérapie, on parle de travailleurs sociaux. Donc, toutes les personnes, tous les professionnels. Exactement. Donc, tous les professionnels qui naviguent dans le système de santé devraient justement avoir au moins un minimum de connaissances sur comment j'interagis avec une personne qui a une maladie rare, c'est quoi une maladie rare, comment parce que l'intervention est vraiment très différente et il faut comprendre, en fait, il faut avoir cette sensibilité-là, je pense. Carole, Jonathan parle de sensibilité. Chloé-Anne parlait de 20 000 $, du nombre de temps à passer en errance diagnostique. Est-ce que ce ne sont pas des barrières suffisantes pour nous sensibiliser, justement, collectivement, à soutenir et à faire en sorte que ce soit des démarches soutenues par les patients et patientes atteintes de maladies rares? Merci de la question. Je la trouve vraiment intéressante parce que j'écoutais ça et je me disais, oh mon Dieu, mais que peut faire la recherche? Puis en fait, la recherche, c'est sûr, et c'est des gens, beaucoup plus de gens que moi qui vont travailler sur chacun des cas spécifiques, qui vont travailler dans la définition du diagnostic, comment je peux le raffiner, qui vont essayer de travailler dans l'offre de soins. N'oublions jamais qu'il y a des segments de recherche qui travaillent sur l'organisation des soins et services. Donc, plusieurs institutions qui réfléchissent à comment est-ce qu'on va demander à des établissements de se coordonner, comment on va avoir cette fluidité de données. Je pense que c'est... puis là, je vais faire un peu de personnel. Quand j'ai commencé ma formation, c'est au doctorat, moi, j'ai travaillé sur une mutation d'un gène qui entraînait une dystrophie musculaire. J'étais dans un laboratoire à pipeter, là, jamais rencontré un patient, jamais rencontré un dossier de patient, aucune idée de à quoi ça servait. Un peu de sensibilité parce que j'étais financée dans ma bourse par une association reliée au Téléthon. Alors, ça passe une fois par an à la télé, on ramasse de l'argent, donc quand même, la fille réfléchit un petit peu. Puis là, je pense qu'on a progressé par rapport à cette vision-là très en silo. Et on crée maintenant des programmes de recherche et des structures de recherche où ce que j'ai décrit du diagnostic, du thérapeutique, de l'organisation des soins, on le retrouve à l'intérieur d'une même équipe, d'une même structure. Puis je trouve que ça m'encourage. Est-ce qu'on doit faire plus? Est-ce qu'on doit mieux intégrer la mobilisation de connaissances à tous les stades? Sûrement, mais il y a des éléments de réponse. Puis je pense que le nouveau réseau de recherche qui a été lancé a intégré ça dans sa planification. Devrait aider à contribuer à tout ça. Et pour nous aider à trouver des pistes justement de réponse à ces problèmes, je vous propose d'accueillir sur le plateau nos prochains invités, donc Suzy Auclair et le docteur John Mitchell. Docteur Mitchell, vous êtes endocrinologue pédiatrique et généticien en biochimie à l'Hôpital de Montréal pour enfants. Vous êtes également scientifique au programme en santé de l'enfant et en développement humain de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé de McGill. Suzy, vous êtes guitariste classique et compositrice professionnelle. En tant que musicienne reconnue au Québec et rayonnant aussi à l'étranger, vous avez remporté plusieurs prix, atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos, une maladie génétique rare et orpheline des tissus conjonctifs. Vous avez dû mettre fin, par contre, à votre carrière d'interprète. Si vous le permettez, d'ailleurs, Suzy, on va regarder tous ensemble un extrait de vous à l'œuvre.
C'est magnifique. Merci. Merci de partager ça avec nous, Suzy. C'est vraiment un magnifique extrait. Malheureusement, aujourd'hui, Sylvie, vous ne pouvez plus travailler à cause du syndrome que j'ai nommé tout à l'heure, qui vous afflige, le syndrome d'Ehlers-Danlos, qu'il a fallu plus de 40 ans pour diagnostiquer chez vous. Expliquez-nous pourquoi vous ne pouvez plus exercer votre métier comme avant, par exemple, et comment cette maladie vous affecte au quotidien. D'abord, le syndrome Ehlers-Danlos, c'est une maladie, comme vous dites, du tissu conjonctif. Et le tissu conjonctif, c'est ce qui apporte une solidité puis un soutien, dans le fond, dans notre corps. Donc, cette maladie-là, par la bande, bien évidemment, affecte nos ligaments, nos tendons, nos muscles et nous cause beaucoup de choses au quotidien, comme des luxations, des dislocations, des subluxations. Des tendinites, des bursites, des ténosynovites, tout ce qui finit en it. Et comme on guérit très lentement et difficilement, les tendinites qu'on a en répétition, malheureusement, ne guérissent pas. Moi, je suis en tendinite constante partout dans mon corps, en bursite aussi. Et c'est toujours présent. Puis, les luxations, les dislocations sont toujours présentes. Donc, c'est une extrême fragilité. Et c'est une maladie aussi qui est multisystémique. Donc, ça nous cause... ça atteint, par exemple, notre système nerveux autonome. Donc, ça va nous causer de la dysautonomie, le système digestif. Ça peut être le système urinaire, ça peut être les yeux. Enfin, tout parce que 80% du corps est fait de tissu conjonctif. Donc, moi, j'étais un enfant très, très fragile, justement. Mes parents ont toujours vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai eu le diagnostic d'hyperlaxité ligamentaire parce que j'ai oublié de dire qu'en fait, ça nous cause de l'hyperlaxité ligamentaire et de l'hypermobilité articulaire et beaucoup d'instabilité articulaire. Donc, j'ai fait 1 an et demi de réadaptation et en 2022, suite à 1 an et demi de réadaptation, on a dit ce que je savais déjà, là, mais de se le faire dire, c'est quand même quelque chose, que j'étais invalide à 100%, inapte à tout emploi, que je nécessitais une aide humaine pour le reste de ma vie. Et j'avais déjà de toute façon mis fin aux tournées de spectacle en 2008, alors que j'aurais dû avoir une carrière internationale. Maintenant, je rayonne à l'international. J'ai gagné plusieurs prix à l'international en composition. Mais comme interprète, j'ai dû mettre fin alors qu'on avait des tournées qui pouvaient être prévues partout en Europe. Alors que j'avais aucun diagnostic et que je ne savais pas ce que j'avais. Donc, dans le quotidien, bien, ça nous affecte évidemment beaucoup puisqu'on peut faire aucun geste répétitif et qu'on est extrêmement fragile. Extrêmement fragile au point où on ne nous croit pas, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler peut-être d'errance diagnostique avant d'aller au Dr Mitchell. Je l'ai mentionné justement dans votre bio, Suzy, ça a pris plus de 40 ans pour arriver à un diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être brièvement de votre expérience avec des médecins, comment ça s'est passé au cours de ces années, les différents suivis avec des médecins? Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, auraient dû faire pour s'assurer d'une meilleure prise en charge dans votre cas? En fait, ça, c'est le sujet, là. De notre côté, le syndrome Ehlers-Danlos, c'est tellement multisystémique puis ça atteint tellement de choses différentes qu'en fait, je comprends là, le médecin qui nous voit se dit « ça se peut pas ». Ou alors, tu te retrouves à l'urgence avec des blessures et si ça fait 3 fois dans le mois, on va te dire « écoute, on va laisser ton conjoint de côté, on va le questionner, on va te questionner. Est-ce que tu es battue? Non, je suis pas battue. Bien alors, c'est quoi? Ça se peut pas, quelqu'un qui a des bleus partout comme ça. Mais oui, mais j'ai les vaisseaux sanguins très fragiles, je fais des bleus ou des luxations comme ça à répétition. Alors, c'est toi qui t'es frappé toi-même, c'est toi qui t'es jeté en bas de... Ça va à ce point-là. Donc, à un moment donné, tu dis, je vais arrêter, puisque de toute façon, on ne m'aidera pas. Mais quand on arrive au stade où vraiment on se dit, là, c'est de plus en plus validant, je peux plus lever 2 litres de lait, je suis plus capable de pousser mon panier d'épicerie, je peux plus conduire, je peux plus rien faire. Déjà que même jeune, j'étais pas capable de faire des tâches ménagères. Enfant, j'étais pas capable de faire ce que les autres enfants faisaient, là, ne serait-ce que du vélo ou se suspendre ou quoi que ce soit, là. Là, c'est là que tu dis, on va chercher plus. Puis, en fait, le médecin, j'ai eu un médecin qui a fait son travail de médecin, ce que les autres n'ont pas fait. C'est que quand je suis partie de son bureau, elle m'a rappelé 2 jours après. Et elle m'a dit, ton cas m'a chicoté vraiment au point où j'ai fait des recherches. Donc, elle a fait ce qu'on aurait dû être fait
presque un demi-siècle avant, là, puisque mes parents avaient cherché dès l'âge de 2 ans et que dès l'âge de 2 ans, on m'avait donné un diagnostic d'hyperlaxité ligamentaire. Et puis, elle a dit, je pense que tu as le syndrome Ehlers-Danlos. Et de là, on m'a envoyé en génétique et j'ai vu la spécialiste Ehlers-Danlos qui a confirmé, que c'était reconfirmé par 2 physiatres. Donc, moi, j'ai eu ce diagnostic-là. Par contre, ce qui reste quand même difficile avec le diagnostic que j'ai, c'est que moi, j'ai la forme hypermobile. Et la forme hypermobile, le gène n'a pas été identifié. Donc, tous ceux qui ont un gène identifié, c'est clairement, bon, ben tu as la forme machin, telle autre forme, bon, la forme vasculaire ou peu importe. C'est facile de les croire puisqu'ils ont la preuve. C'est facile qu'en génétique, on les croit puisqu'ils ont la preuve. Mais nous, en fait, c'est comme si tous ceux on a plein de symptômes très différents d'une personne à l'autre et on les met tous dans le même panier d'hypermobile. Donc, nos symptômes varient beaucoup d'une personne à l'autre. Moi, je suis limite symptôme de dystrophie musculaire. En réadaptation, ils me traitaient comme une personne de dystrophie, comme un cas de dystrophie musculaire. Donc, je trouve que souvent, les médecins, malheureusement, avaient beaucoup de fermeture d'esprit, je dirais beaucoup de fausses croyances. Et malgré le diagnostic, ça se poursuit. Donc, j'ai des très bons médecins, là, je ne veux pas généraliser, qui me sont vraiment très utiles, qui m'aident depuis que j'ai reçu le diagnostic. Mais malgré le diagnostic, j'ai des médecins qui ne prennent pas en compte. Et par exemple, j'ai eu une chirurgie au niveau d'une dent qui s'est mal déroulée parce que pour lui, le médecin, syndrome Ehlers-Danlos hypermobile, c'est pas grave. Donc, il a fait la chirurgie comme il fallait pas. Puis là, ben, j'ai des séquelles au niveau de mon articulation ATM. Donc, c'est important que le médecin nous croie, prenne en charge adéquatement. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Docteur Mitchell, on ne va pas vous demander de répondre à tout ça et à toutes les personnes que Suzy a pu croiser dans le cadre de son errance diagnostique, mais est-ce que vous voyez des cas comme celui de Suzy ou du moins les patients et patientes que vous accompagnez, qu'est-ce qui les affecte? Comment est-ce qu'ils vivent leur quotidien? Mais pour moi, je travaille dans le domaine de maladies rares. Je vois beaucoup des enfants, beaucoup des adultes avec des maladies où on a trouvé beaucoup de temps pour faire un diagnostic. Pour moi en particulier, je travaille avec un groupe de maladies qui s'appelle le mucopolysaccharidose. Et ce groupe de maladies sont des maladies génétiques causées par une déficience d'une enzyme. Donc, si on a une grande déficience de cette enzyme, c'est plus facile de diagnostiquer parce qu'il présente relativement tôt. On a une accumulation d'une chimie qui s'appelle la glycosaminoglycane, qu'on peut trouver dans tous les tissus connectifs. Ça veut dire qu'il a des implications pour tous les systèmes dans le corps. Il peut voir un orthopédiste, il peut voir un cardiologue, il peut voir un gastroentérologiste, un ophtalmologiste, mais on doit mettre tout ça ensemble. Et ça, c'est le grand défi. Si le chirurgien fait une opération pour une chirurgie, pour un problème inguinal, une hernie inguinale, il ne pense pas des problèmes de le corps, il ne pense pas des problèmes de les yeux, par exemple. On doit mettre ça ensemble. Et ça, c'est souvent le grand défi, comme j'ai dit. Aussi pour les personnes qui pas plus léger, mais des symptômes qui présentent plus tard dans la vie, ça devient plus difficile de faire les diagnostics aussi. Et on doit penser, et on doit demander. On parlait tantôt d'un défi qui revient quand même souvent chez les spécialistes, autant du côté des spécialistes que des patients, mais on parle du défi de la transition vers l'âge adulte. Oui. On veut aussi parler de solutions à cette émission-là. Il y a des programmes qui existent. On en parlait, Suzy, mais on voyait, vous aviez une espèce d'orthèse ou une attelle, je ne sais pas trop comment on appelle ça dans la vidéo. Vous me disiez en préparation de l'émission que vous aviez des accessoires qu'on pourrait peut-être dont l'accès pourrait vous être facilité. Vous n'aviez pas accès à ces outils-là qui pourraient vous aider finalement à être de nouveau fonctionnel, de refaire des tournées, tout ça. Comment ça se fait, là? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à fournir ces ressources-là? Je vous demande, docteur, à vous aussi. Oui. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas en faire plus pour rendre ça accessible? Oui, c'est souvent difficile. Pour moi, comme endocrinologique pédiatrique, je n'ai pas le droit de continuer de suivre le patient après l'âge de 18. Si vous le vouliez, là, oui. Mais en génétique, j'ai le droit de continuer de suivre le patient.
Et souvent, je transfère les patients en endocrinologie à moi en génétique et je peux continuer de suivre comme adulte. Mais quand même, on doit penser de tous les autres médecins qui doivent faire les transferts. On doit faire un transfert comme orthopédiste, gastro-entérologue. Et pour moi, comme généticien, j'essaie de trouver les bonnes personnes pour faire le suivi pour cette patient comme adulte. Il y a des gens qui veulent prendre plus de temps, qui ont un intérêt dans les maladies rares et on doit connaître c'est qui dans la population. Mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup plus des adultes et il y a souvent moins de temps pour voir des patients qu'en pédiatrie. C'est un défi encore, mais je pense avec plus de sensibilité, on va prendre plus dans des maladies rares pour les adultes. Est-ce que, Dr. Mitchell, il existe des traitements efficaces, des médicaments qu'on pourrait mettre un petit peu plus rapidement sur le marché pour aider? Chloé-Anne parlait peut-être dans l'exemple de la vidéo avec Suzy, une attelle, peut-être des produits, si ce ne sont pas des médicaments. Comment est-ce qu'on peut faciliter l'accès à tous ces éléments-là également en termes de traitement? Oui, c'est une bonne question. J'ai travaillé dans des essais cliniques pendant les dernières 20 ans et oui, on fait des étapes pour améliorer les soins des enfants et des adultes avec des maladies orphelines. Souvent, les essais cliniques sont très petits en comparaison des essais en cardiologie ou en lipidologie. Les maladies sont rares. Ça veut dire qu'on va avoir 100 ou 200 personnes dans un essai clinique. Quand Santé Canada ou INES regardent les résultats, de temps en temps, ils ne croient pas les recherches ou il n'y a pas assez de résultats pour approuver. En Québec, souvent, ces médicaments ne sont pas sur le formulaire, mais quand même, en Québec, je peux avoir les médicaments comme une patient d'exception. Et ça, c'est pas mal, mais je dois faire beaucoup de demandes pour ça. Je dois donner des preuves que ça fonctionne et je dois continuer de donner des preuves chaque 6 mois, par exemple, pour les personnes d'être réimbursées. Pour justifier qu'on a besoin. Pour justifier. Et je pense que c'est important d'avoir des effets et de documenter les effets de ces médicaments, mais ce n'est pas toujours clair. Et c'est différent dans chaque province en Canada. De temps en temps, il y a quelqu'un ici qui peut avoir le médicament, mais quelqu'un en Manitoba qui ne peut pas avoir ce médicament. Et Suzy, peut-être nous parler aussi de oui, vous. Ça me ramène à beaucoup de choses. Nous, exemple, pour le syndrome Ehlers-Danlos, il y a eu des études qui ont été faites qui prouvent, là, je vais essayer de résumer, là, mais qui prouvent qu'on a besoin des vêtements compressifs. Ça nous aide au niveau de la proprioception. Ces études-là existent. En Europe, chaque patient Ehlers-Danlos a le droit, en France ou Belgique, Suisse, je ne sais pas exactement où, en tout cas, ils ont le droit d'avoir 2 kits de vêtements compressifs payés par année, des coussins anti-escarres pour dormir, parce qu'on se luxe la nuit. Il faut comprendre ça. Là. La proprioception, vous dites, c'est l'environnement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, puisqu'on n'a pas nos mouvements sont vraiment vont à l'extrême. Quand on est dans un vêtement compressif, et moi je le vois, j'en fais beaucoup plus dans une journée quand j'ai mes vêtements compressifs. Les vêtements compressifs, ça coûte des milliers de dollars. 0 couvert pour nous, les gens qui ont le syndrome Ehlers-Danlos, excusez si je m'emporte. Complètement couvert pour les gens, ou presque, là, pour les gens qui ont du lymphodème. Alors que c'est nécessaire pour nous là, dans notre vie quotidienne. Pas juste les compressifs. Dans notre cas, à nous, pas besoin de 100 000 études exhaustives, comme peut-être vous dans votre domaine, pour comprendre qu'on a besoin des orthèses et des attelles pour se stabiliser, puisqu'on a des luxations, des subluxations, des entorses à répétition. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi on vous laisse pas y avoir... En fait, les orthèses, c'est très compliqué. Les orthèses sont couvertes s'ils sont rigides et faites sur mesure dans un centre privé ou un centre de réadaptation.
Nous, on ne tolère pas le rigide. En tout cas, moi, pas du tout. Puis la plupart des gens que je connais qui ont le syndrome Ehlers-Danlos non plus, je me luxe dans l'orthèse. Ils n'ont jamais vu ça, mais c'est ça. Parce que l'orthèse, quand elle est trop rigide, je finis par me luxer quand même. Ça me prend des orthèses semi-rigides, comme celle-ci qui a été fabriquée, qui est géniale, en Siflex. Ou alors, c'est du néoprène avec des renforts par-ci, par-là, des bandes libres compressives. Et ça, il n'y a rien de couvert. Tout ce qui est en vente libre n'est pas couvert. Et l'autre chose, c'est qu'on ne veut pas nous aider parce qu'on est dans un cas trop compliqué. Ça, c'est la même chose que pour les physios. Donc, si on va au privé, si on va en fait en réadaptation, oui, il y a des centres de réadaptation. Moi, je suis allée, ils m'ont aidé le plus qu'ils pouvaient. Après, c'était rendu trop loin, je me blessais trop dans la voiture, même malgré que j'avais mon collet cervical. J'ai dû être amenée au centre en Montérégie. Et eux, là-bas, bien non, là, alors là, débrouille-toi, on va t'envoyer au privé. J'arrive au privé, ben non, t'es un cas bien trop lourd et compliqué, on fait pas d'argent avec toi. Nous, il faut faire de l'argent. Donc, malheureusement, on prendra pas, on t'aidera pas pour tes orthèses. Alors, OK, mais le centre de réadaptation veut pas m'aider, le privé veut pas m'aider. Alors là, je suis pris à me scraper, excusez le mot, les mains devant l'ordinateur, à trouver moi-même mes orthèses parce qu'on me dit que je suis ma propre experte. J'ai 2 baccalauréats en musique. OK? Mais, on est là pour ça aussi, secouer un petit peu, parce que c'est bien d'aller tous dans le même sens, mais je pense que c'est une bonne chose de rappeler qu'il y a quand même un côté absurde. C'est un peu. Oui, comme la physiothérapie. On peut avoir en France, il peut avoir une attestation je l'ai pris en note, ça s'appelle une attestation de reconnaissance de pathologie lourde. Et ils ont droit à un kiné par jour. Nous, la physio, si on a la chance d'être admis en réadaptation, pendant notre temps de réadaptation, on va avoir la physio. Mais par la suite, faut avoir, le défi de trouver une physio qui connaît le CED. J'en vois une qui est en arrière, qui a accepté l'invitation. Et ensuite, faut le payer de notre poche. Et toute notre vie, on a besoin de physiothérapie, toujours, là, toutes les semaines. Et ça, c'est complètement à nos frais, alors qu'une personne accidentée de la route, de la RAMQ, a sa physio. Il y a beaucoup d'injustices comme ça. La réadaptation de la maison, l'adaptation du bureau. Si tu es un travailleur autonome, tu es dans une situation comme la mienne, aucune aide, alors que si tu es dans un bureau, mais que tu es engagé, moi, comme je suis considérée comme 100% invalide, mais oui, mais je voudrais quand même un petit peu encore faire des choses. Donc, les frais sont énormes. Là, on parlait tout à l'heure de milliers de dollars, mais par année, moi, mon comptable, il n'a jamais vu quelqu'un, là, même les frais de médicaments, que ça lui coûte si cher pour juste... Et là, c'est pour mon quotidien. Là, j'ai comme pas le choix d'avoir tout ce qui est ergonomique et toutes ces aides techniques-là dans mon quotidien. Et oui, il y en a de l'aide et il faut trouver... En fait, ce qui fonctionne pas, c'est qu'il faut trouver, je suis certaine, c'est pareil pour toutes les maladies orphelines, il faut trouver l'intervenant et le médecin, et l'intervenant, le physio, l'ergo, qui, lui, veut bien mettre du temps over pour un cas compliqué comme le nôtre. Et il faudrait que le système puisse permettre que ces intervenants-là, que ce soit nos ergos, nos physios, nos orthésistes, nos médecins, aient un peu plus de temps pour nous qui avons une maladie très compliquée et très complexe. Bon, ben, elle est là, la recommandation. Définitivement. Puis on donnera sûrement la parole au public. Ergothérapeute derrière. J'ai hâte de vous entendre. Effectivement. Merci, Suzy, d'éveiller nos esprits là-dessus et de nous montrer un peu, en tout cas un tout petit peu de votre quotidien et ce que vous vivez. Je suis sûre que ça suscite pas mal de réactions dans le public, même si pas tout le monde qui va réagir ou commenter, mais je sais que ça a brassé pas mal à l'intérieur de nos cerveaux et j'ai envie de dire dans nos tripes par rapport à ce que vous vivez. D'ailleurs, parlant de réaction, est-ce qu'il y a une réaction, commentaire, question, que ce soit pour Suzy ou pour Dr. Mitchell? Ben, peut-être... Est-ce que vous êtes l'ergothérapeute en question? La seule spécialisée physio. C'est une des très bonnes, on doit le dire. C'est parce que moi, je l'ai déjà eue pendant un bout de temps, mais elle est très loin de mon domicile. Maintenant, j'en ai trouvé une plus proche. Okay. Mais Amy connaît bien le syndrome Ehlers-Danlos. C'est très rare. Alors, les physios peuvent beaucoup nous blesser. Mais on n'a pas de spécialistes qui connaissent, mais Amy, ça n'en est Oui, votre son de cloche par rapport à la réalité terrain, je ne sais pas si on a un micro pour le public, mais qu'est-ce qui se fait bien, qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? On parlait d'interdisciplinarité. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec ça? Les choses que j'ai faites ne sont pas vraiment différentes que les choses que l'autre physio peut faire, mais c'est juste que j'ai la connaissance de comment ça marche dans la vie, mais j'ai juste travaillé ici pendant comme 10 ans. Puis pendant les 10 ans, c'est plus moi puis les clients qui m'aidaient beaucoup à comme avoir les autres spécialistes, les autres professionnels, que moi aussi, je peux comme donner l'information à mes clients aussi. Donc, c'est la même chose que tout le monde dit déjà, c'est juste d'avoir plus d'accès aux des choses comme interdisciplinaires, mais comme physio,
c'est des exercices pour stabiliser. C'est pas beaucoup des choses comme trop fort manuellement, des choses comme ça. Mais c'est pas difficile. Mais moi aussi, à l'école, j'ai pas eu comme des formations spécifiques pour les choses comme les maladies rares. C'est juste que j'étais chanceuse d'avoir les classmates puis une prof qui a eu le Ehlers-Danlos, puis ça nous a donné comme un peu d'informations, puis nous, on était comme curieuses, donc on a demandé beaucoup de questions. Est-ce que vous communiquez, par exemple, avec d'autres spécialistes qui suivent les mêmes patients que vous? Est-ce qu'il y a une communication qui se fait? Ben, moi, je fais comme une lettre qui comme donne toutes les informations que j'ai prises. Je prends comme... Moi, je suis physio, donc c'est comme musculo-squelettique, mais je prends l'information sur le le système digestif. Ouais, comme tous les systèmes, pour avoir comme tous les symptômes comme listés. Puis moi, je donne ça aux clients. Puis et je donne l'information. Donc, c'est juste d'avoir comme... montre ça à ton médecine, puis peut-être ça va aider. Peut-être ils vont connaître quelqu'un qui peut t'aider plus. Et donc, vous donnez des formations, mais elles sont accessibles. Elles sont destinées à qui, en fait? Elles sont destinées à des professionnels? La plupart du temps, c'est comme leur médecine générale, leur family medicine. Ça peut être, il y a une internal medicine ici qui a comme une liste d'attente plus qu'un an. Mais je donne l'information à eux comme essayer d'être sur la liste d'attente avec elle. C'est Dr. Laflamme. Ouais, donc, c'est ça. Puis parfois, c'est les autres spécialistes qui peuvent aider aussi. Mais Dr. Laflamme, Camille Laflamme? Excellent. Super. Mais je pense que, juste si je peux me permettre, Amy a dit quelque chose d'important puis qui rejoint ce que le docteur a dit. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça reste que souvent les maladies orphelines, puis là je parle pas juste de la mienne, mais les maladies orphelines, de ce que je comprends, c'est souvent des maladies multisystémiques et on parlait de multidisciplinaire. Si on pouvait avoir une façon qu'on travaille de façon multidisciplinaire, moi je l'ai vu un petit peu en réadaptation, si les médecins pouvaient plus parler à l'ergo, au physio, avec l'orthésiste et ces gens-là, travailler ensemble, c'est là qu'on arrivera à des meilleurs résultats. Moi je parle pour mon cas à moi, mais je suis certaine que pour les autres maladies, dans d'autres disciplines, la même chose, ils arriveraient à des meilleurs résultats si on avait des centres multidisciplinaires auxquels on aurait accès. Parce que sinon, on accumule des rendez-vous, des examens qui souvent sont inutiles. Comme nous, on a besoin des examens, plutôt des échographies musculo-squelettiques en mouvement. C'est très rare qu'on nous demande ça. Alors que quand on nous fait des examens, des rayons X comme ça, sans bouger, notre problématique est en bougeant. Notre problème est en bougeant. Donc, voilà, si on pouvait travailler en équipe, comme tout le monde disait, je pense que c'est là que... Je pense que c'est là, en tout cas, que réside la clé, la solution, en tout cas, une des solutions, des pistes de solutions. Merci, Suzy, de nous amener là-dedans. Et merci, Amy, super physio, d'être avec nous aujourd'hui. Dr. Mitchell, merci beaucoup. On va terminer à présent notre réflexion collective avec notre dernier et troisième axe de discussion, renforcer et promouvoir la recherche collaborative. Chloé-Anne, avec nos prochains invités d'ailleurs, on va parler des promesses de la recherche collaborative et de comment elle porte fruit. Exactement, Déborah. C'est sûr que là, on a eu des beaux témoignages, des témoignages assez poignants. Donc, on le sait, il y a des solutions, mais des fois, on n'y a pas accès. Un chiffre qui illustre ça aussi, qui nous vient de l'entreprise pharmaceutique Medunic Canada, c'est que 60% des traitements pour les maladies rares dans le monde entrent au Canada. Donc ça, c'est le chiffre qui nous donne. Et la plupart sont approuvés jusqu'à 6 ans plus tard qu'aux États-Unis et en Europe. Donc, ça donne une idée. Donc, ça donne aussi l'idée qu'on prive 40 t'as bien fait des Canadiens. Oui, c'est ça. J'ai reçu mon cours d'arithmétique 101. C'est ça. Donc, ils sont privés de 40 des traitements. Des traitements, au Canada. Quand même. Carole, une réaction, tout ça, quand vous entendez ces chiffres, est-ce que ça vous choque? Vous les connaissez? Ça fait longtemps qu'on en parle? Est-ce que j'ai le droit d'être choquée pour à peu près tout ce que j'entends aujourd'hui? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis, je le dis en plaisantant, mais il y a un fond de moi, puis je pense un peu de tout le monde dans cette salle qui est troublé, c'est pas content, c'est pas correct comme société qu'on essaye de construire, c'est d'avoir une voisine qui vit un tel drame, puis qu'on n'aura pas toutes les réponses, mais est-ce qu'on peut faciliter les choses, s'il vous plaît? Alors, ça, c'est ma réaction de citoyenne. Ma réaction professionnelle, c'est de me dire...
Bon sang, c'est lequel de bout de recherche qu'on finance pas encore suffisamment? C'est ce qu'il faut faire de la recherche sur les processus réglementaires. J'en viens là dans ma tête de se dire, c'est comment on les intègre davantage. Et je le dis parce que premièrement, moi, que les solutions viennent de l'étranger, ça ne me dérange pas tant que ça. C'est du moment qu'elles arrivent, j'allais dire, ça fait partie du processus collaboratif. C'est le processus collaboratif, il ne s'arrête pas aux frontières. Et au contraire, là, on a vraiment besoin qu'il les traverse, les frontières. Ce qui m'agace, c'est que si j'ai fait une démonstration en quelque part, j'ai pas le temps d'en refaire une autre, puis j'ai pas les moyens statistiques d'en refaire une autre. Puis c'est là où il y a peut-être quelque chose à construire, plus tissé, serré avec nos agences réglementaires. En tout cas, je vais y réfléchir. Je vais aller parler à ma voisine qui est en sciences humaines et sociales, qui a la charge de faire de la recherche sur les politiques, dont les politiques de santé avec moi. Puis il y a peut-être quelque chose à travailler un peu plus. Et vous allez revenir vers nous avec une réponse, c'est ça? Ça me fera plaisir. Génial, Carole. Jonathan, qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Carole pense à une solution, réflexion, recherche sur les processus réglementaires. Est-ce que ce serait aussi une piste de solution? Oui, ben en fait, effectivement, je pense d'un point de vue politique, il y a plusieurs organismes au Canada qui le disent. L'arrivée des médicaments et des thérapies, en moyenne au Canada, ça prend 2 ans avant que ça passe de Santé Canada à l'accessibilité par les patients. Donc, en fait, le Canada est le dernier pays du G7 en termes de statistiques là, à ce niveau-là et 19e sur 20 pays du G20. Donc, on est vraiment loin derrière ce qui peut se faire à l'extérieur à travers le monde. Donc, en termes d'accessibilité aux médicaments et aux thérapies, on a des croûtes à manger. Puis, en fait, Dr. Mitchell parlait justement d'Inform Rare qui, justement, permet d'avoir un meilleur portrait de certaines maladies rares et d'avoir des données substantielles qui permettent justement d'approfondir les études qui sont déposées à l'INES, entre autres. Et c'est un petit peu ça le nerf de la guerre. Je pense qu'à l'INES, ils ont des très bonnes intentions et des très bons professionnels, mais les mécanismes d'évaluation des thérapies et des médicaments n'est pas vraiment adapté par rapport aux maladies rares. Et il y a peut-être des choses à faire, justement, avec le nouveau réseau de recherche, avec la création d'un registre des patients. Je pense qu'il faudrait se servir justement de ce registre-là dans les prochaines années pour potentiellement créer peut-être des mini-études cliniques qui permettent d'avoir plus de données sur certaines maladies et qui pourraient justement accélérer le traitement ou l'approbation par l'INES de certains médicaments et certaines thérapies. Et ça, je pense que c'est à considérer, mais effectivement, il faut qu'on trouve des façons d'accélérer le passage des médicaments vers les patients, les thérapies, là, pardon, vers les patients. Et ce que Dr. Mitchell disait tout à l'heure, on parlait beaucoup d'interdisciplinarité et je pense que c'est aussi important dans les processus d'évaluation. Souvent, on a un profil comme évaluateur à l'INES, donc des professionnels en santé qui évaluent justement ces thérapies-là et ces médicaments-là. Je pense que ça nécessiterait justement d'avoir des évaluations multidisciplinaires pour justement aller valider certaines études. Parce que juste de regarder l'étude clinique avec une centaine de patients, c'est pas suffisant. Puis d'ailleurs, on le voit, c'est à peu près 95% là, des médicaments qui se retrouvent à avoir une évaluation négative par l'INES. Et c'est ça que je voulais dire tantôt. Dr. Mitchell parlait du patient d'exception. C'est une mesure qui coûte très cher et on le sait. C'est une mesure qui, pour le Québec, est extrêmement bénéfique et extrêmement bien vue à travers le Canada. Il faut dire qu'on est la seule province du Canada à avoir ce type de mesure-là. Donc, c'est sûr qu'au Québec, on est très chanceux, mais en même temps, on s'est doté d'un processus particulier et ça fait presque 25 ans là, que ça existe, cette mesure-là. Mais je pense qu'il faut l'expression « think outside the box », il faut essayer d'aller chercher peut-être d'autres solutions qui sont probablement moins coûteuses et qui permettent quand même l'accès aux médicaments et aux thérapies aux patients.
peut-être dans des options moins coûteuses ou d'autres pistes de solutions. On pourrait parler des bénéfices de la recherche collaborative et des manières de mieux la soutenir. Et pour ça, je vous propose d'accueillir sur le plateau nos deux derniers invités, Nicolas Pilon et Véronique Dugas. Bonsoir Véronique, bonsoir Nicolas. Merci d'être avec nous. Nicolas, vous êtes professeur à l'UQAM, co-directeur du réseau Rare Québec. J'ai failli dire Rare Québec, mais je pense que c'est Rare Québec, et directeur du CREM. Véronique, vous êtes vice-présidente des affaires scientifiques au Consortium québécois sur la découverte du médicament, le CQDM. Véronique, parlez-nous un peu de la mission justement du CQDM. Sur quoi vous concentrez? Bien, merci beaucoup. En fait, le CQDM, au cœur de sa mission, c'est vraiment d'accélérer le développement d'innovations thérapeutiques. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que via la collaboration publique-privée, donc on parle de chercheurs universitaires, parfois issus de collèges ou d'autres laboratoires publics du Québec et d'autres provinces, on va créer des collaborations avec des PME du Québec ou encore même des grandes sociétés pharmaceutiques mondiales afin de développer des outils diagnostiques, des outils de recherche, des médicaments, des vaccins qui sont plus sûrs, plus efficaces pour les patients. Donc, c'est vraiment l'objectif qui est visé. Nous, on mise beaucoup sur la recherche collaborative. On le fait pour toutes les maladies. Donc, on est très actif en neuro, en cardio, en oncologie aussi. Puis ça inclut évidemment toutes les maladies rares. Puis je dirais même que c'est encore plus pertinent comme intervention au niveau des maladies rares parce qu'on sait, de façon générale, le développement de médicaments, c'est un processus qui est très long, très coûteux, très risqué, mais c'est encore plus vrai au niveau des maladies rares. Donc, avec l'intervention puis le soutien financier qu'on est en mesure d'apporter pour la réalisation des projets de recherche, bien, on permet de dérisquer certaines étapes critiques du développement puis de l'étude des pathologies, du développement des outils diagnostiques et des options thérapeutiques. Puis ça fait en sorte d'inciter plus d'entreprises privées à s'investir de façon plus précocement dans des projets de développement de médicaments. Et en amont, donc avant vraiment que le processus débute. Merci, Véronique. Nicolas, en quoi consistent vos travaux de recherche et comment est-ce que ça peut contribuer justement à accélérer l'accès au traitement? Une question qui pourrait être longue à répondre. Oui. Je vais essayer d'aller droit au but. Donc, moi, je suis un biologiste moléculaire. Déjà, je n'ai pas le même background que tous les professionnels à qui on a parlé aujourd'hui. Donc, je ne suis pas un médecin. Moi, je suis un fondamentaliste, un biologiste moléculaire. Je suis venu à m'intéresser aux maladies rares un peu par hasard, honnêtement. Parce que, en fait, c'est mes recherches qui m'ont amené à me rendre compte que les modèles animaux que je générais pour étudier des gènes, la fonction des gènes, on génère des modèles animaux pour comprendre comment ça marche. Et là, on s'est rendu compte assez rapidement qu'on répliquait comme ça des maladies, des pathologies humaines. Et de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'on avait un beau système ici pour essayer peut-être de comprendre c'est quoi les mécanismes des maladies. Parce qu'on parle beaucoup de génétique. C'est important la génétique, comprendre, identifier les bons gènes, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pour trouver des thérapies, il faut comprendre la fonction des gènes, qu'est-ce que ça fait dans les cellules, qu'est-ce que ça fait dans l'organisme. Et une fois seulement qu'on a bien compris ça, là, on peut penser, on va peut-être pouvoir développer une thérapie. Donc, avant même d'arriver en recherche collaborative, il y a des dizaines peut-être d'années en amont de recherche préclinique, de recherche fondamentale qui est nécessaire. Et c'est là-dedans que je me suis beaucoup amusé avant. Maintenant, j'essaie de passer le pas vers la recherche plus translationnelle où, justement, avec nos modèles animaux, on a trouvé une thérapie pour régénérer le système nerveux dans les intestins des enfants atteints d'une maladie qu'on appelle maladie de Hirschsprung. Et c'est ça, grâce à un partenariat, entre autres, avec le CQDM, on a créé, en fait, une compagnie, Neurénatie Thérapeutique, aujourd'hui, justement, on a fait une deuxième annonce d'un financement. Aujourd'hui? OK. Félicitations. Donc ça s'accélère, disons, ces derniers temps, mais c'est un parcours du combattant dans lequel on n'est pas habitué non plus comme chercheur fondamental. Et donc, c'est là que des organismes comme le CQDM sont très importants pour nous accompagner. Justement, ce projet-là que vous faites en partenariat, que vous menez, qu'est-ce que ça va apporter concrètement? Si on veut tout de suite arriver dans le vif, qu'est-ce que ça va... C'est quoi l'espoir qui est nourri là, à travers tout ça? Bien, je ne suis pas l'expert de la maladie. Je laisserai peut-être professeur Pilon commenter, mais je
je peux peut-être mentionner qu'à l'heure actuelle, ma compréhension est que la seule issue ou option thérapeutique pour les patients, les jeunes patients souvent atteints, c'est la chirurgie. Puis la molécule qui est avancée par l'entreprise et les travaux de recherche menés par le professeur Pilon visent vraiment à éviter cette chirurgie-là, puis donc des souffrances. On comprend que c'est une maladie qui peut être mortelle aussi, mais peut-être plus de détails. La chirurgie, en fait, c'est une méthode, je dis des fois dans mes présentations, c'est une approche un peu archaïque de la thérapie dans ce cas-ci. Parce ça consiste à retirer, c'est un peu rebutant comme on y pense, mais il faut tirer la partie malade du côlon par l'anus des bébés. Donc, on tire ça par l'anus et on va couper, puis on va recoudre la partie qu'on considère saine avec l'anus. Donc, c'est hyper invasif. On fait ça sur des bébés, souvent des nouveau-nés. Et c'est une fausse pensée de prétendre qu'on va guérir la maladie dans ce contexte-là. En fait, les enfants vont avoir des séquences permanentes pour le restant de leur jour, incluant l'incontinence fécale. On peut imaginer la qualité de vie. Donc, clairement, c'est ça. Quand on s'est intéressé à la maladie, on s'est rendu compte de tous ces aspects aussi cliniques et qu'il y avait vraiment besoin un réel besoin d'avoir une nouvelle thérapie, une nouvelle approche thérapeutique. Et la beauté de ce qu'on propose, justement, c'est qu'on éviterait complètement la chirurgie et on corrigerait non seulement la zone malade, mais aussi la zone que les gens en clinique considèrent être saine, mais que ce n'est pas le cas, en fait. C'est très concret. Des fois, on a besoin des images comme ça pour mieux comprendre. Oui, on nous a amené dans le très concret. Merci, professeur Pilon. Si je vous demande peut-être les défis, vous parliez de... peut-être il y a beaucoup de barrières dans le cadre des recherches que vous faites. Quels sont les principaux défis auxquels vous faites face et surtout les défis pharmaceutiques, si on veut, quand on veut aller chercher, encore une fois, faciliter cet accès aux traitements, aux médicaments? Quels sont les défis? Bien, comme tout chercheur, la première réponse, c'est la recherche de fonds. L'argent, la recherche de l'argent. Mais vous avez fait une annonce aujourd'hui, une annonce de fonds. Oui, mais justement, ça c'est la beauté de la chose maintenant. Maintenant qu'on a progressé un peu dans notre existence, disons, de compagnie. Maintenant, on a un président, un PDG, un professionnel de la chose. Moi, c'est pas du tout ma tasse de thé d'aller courir les businessmen de ce monde ou les anges investisseurs pour qu'on les convainque de mettre de l'argent. Il y a des gens que c'est leur job. Et heureusement, c'est ça, on a quelqu'un comme ça maintenant dans la compagnie qui nous aide à trouver des capitaux pour... Puis si on n'a pas quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'on a de la formation? Peut-être parce que c'est vrai que le chercheur, il s'improvise quelque part businessman, là, mais c'est pas... On a un réseau ou un regroupement. Comment on fait pour développer cette fibre entrepreneuriale-là? Bien déjà, je pense que la situation a beaucoup évolué dans les dernières années. Il y a peut-être une quinzaine d'années encore, il y avait cette espèce de démonisation de l'industrie qui était une théorie assez répandue parmi les laboratoires de recherche. Puis on n'incitait pas du tout la relève à s'exposer à l'industrie puis à poursuivre des carrières hors du milieu académique. Donc ça, je pense que ça a changé. Il existe une panoplie de formations déjà disponibles. Maintenant, est-ce qu'elles sont suffisamment visibles? Est-ce que la relève est suffisamment dirigée vers ce type de formation complémentaire-là? À mon sens, de ce que je connais, elles ne sont pas suffisamment peut-être intégrées au parcours habituel de formation. Peut-être que ça, ce serait un pas à franchir qui pourrait aider. Mais au-delà des formations en tant que telles, il y a aussi tout l'apprentissage expérientiel. Je pense via des stages, par exemple, ou via la participation par des étudiants, par des chercheurs, à des projets de recherche collaboratifs où là, les étudiants, par exemple, au doctorat, vont être exposés à la réalité de la recherche industrielle, vont être exposés aussi à ce que ça signifie de mener une carrière hors du milieu universitaire, parce qu'on sait de toute façon, il n'y aura pas des postes pour chacun à la fin des études graduées. Donc, je pense qu'il y a plusieurs façons dont on peut développer ces compétences-là, que ce soit par des formations ou en étant exposé, en collaborant plus étroitement avec d'autres milieux. Qu'est-ce que ça peut amener comme attente ou espoir pour un patient, professeur Pilon, la création du réseau RAR Québec, justement? Oui. Bien, on parlait beaucoup de multidisciplinarité, interdisciplinarité. C'est vraiment le grand objectif aussi du réseau de recherche sur les maladies rares qu'on veut faire.
Et là, c'est un sens très large. Ici, on parle d'aspect collaboratif, multidisciplinaire, mais on parlait de disciplines à l'intérieur du domaine médical, mais il y a aussi plein de disciplines dans le domaine fondamental. Déjà, ces deux mondes-là ne se parlent pas beaucoup. Et en plus de ça, il y a tous les aspects psychosociaux aussi. Et il y a tous les silos entre les institutions. Il y a tellement de silos à briser et à essayer de reconnecter ensuite. Ça aussi, c'est un défi, j'imagine. Donc, au-delà de. C'est un énorme défi. Et, les attentes, on le sent, sont très grandes. On vous demande à tous d'être patients. On vient juste, d'avoir la réponse officielle du FRQS. Donc, et il faut tout construire de zéro. Donc, mais on a confiance en vous. Oui, on a un grand appui, beaucoup d'excitation dans l'air. Et on espère relever le défi. Mais... ça, c'est important. Ouais. Ça, c'est important d'avoir la confiance, d'avoir le soutien, mais c'est sûr que les attentes sont très, très, très élevées. En tout cas, si on peut croire les témoignages et les commentaires des personnes qui vous ont précédés. En tout cas, merci à vous deux. Je sais qu'on va aller chercher des réactions dans le public qui auront probablement des questions pour vous, donc ne bougez pas. D'ailleurs, on avait sauvegardé une question. J'essaie de regarder en arrière de moi la question du deuxième axe. Allez-y. Merci beaucoup. Ma question est une de politique, en fait. J'entends parler de multidisciplinaire depuis tantôt. Il y a une autre fonction dans le système de santé qui a beaucoup de multidisciplinarité, c'est l'oncologie. Et ils servent beaucoup de tout ce qui est des infirmières pivots. Je me dis que si on a des cas comme ça qui ont besoin de plusieurs disciplines, ça ne vaudrait pas la peine justement de mettre en place un principe d'infirmière pivot qui, elle, pourrait être le point de contact unique pour avoir accès à tous les spécialistes. Une bonne question. Un modèle, finalement, dont on pourrait s'inspirer en transposer ça, finalement, sur les maladies rares. S'en inspirer. Puis, c'est sûr que dans le public, les invités des premiers axes, vous pourrez réagir à ça aussi. Je sais pas. Commencer avec nous. Oui, on a Cassandra. Ah, Cassandra, oui. Oui, bien en fait, j'ai un double sens en ma question. Pour rebondir à monsieur, on parle des infirmières, mais est-ce que les patients ne pourraient pas être aussi un acteur prenant dans l'équation? Est-ce que les patients ne pourraient pas décharger, en fait, les professionnels de certaines responsabilités, comme le côté éthique d'accompagner le patient? Une personne qui se fait annoncer un cancer, par exemple, le patient qui a passé à travers ça, c'est son 3e cancer, je te comprends. Puis souvent, dans la pathologie, on a besoin de compréhension. Puis le professionnel, des fois, en ce moment, sur le réseau, est déchargé, tant au niveau administratif, tant au niveau, justement, des 6 mois, les papiers, donc pour les médicaments, l'accès, accompagner le patient. Donc, je rebondirai avec monsieur là-dessus, donc très bon point. Pour rebondir à vous, moi, j'aurais une question par rapport au patient, en fait. Qu'est-ce que le patient pourrait faire de votre côté pour essayer, en fait, d'améliorer l'angle patient? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un patient pourrait faire aussi? Des initiatives, en fait, qui existent déjà. Est-ce que peut-être les mettre de l'avant? C'est une excellente question. Merci. En termes du spectre des activités de ce que le CQDM soutient en général, on est vraiment au niveau préclinique. Souvent, on est encore dans des modèles in vitro, des modèles animaux. Il y a peu, je dirais pas assez, d'implication de patients. Je pense que de plus en plus, par contre, on tend vers ça. Donc, c'est voulu, ça va croître, je pense. En ce moment, il y a assez peu qui est fait, mais c'est définitivement quelque chose à garder en tête pour le futur. Merci. Une réaction, professeur Pilon, avant de clore ce segment? Bien, faut comprendre aussi, dépendamment parce qu'on a dit 80% des patients, c'est des enfants. Donc, c'est difficile d'imaginer que des patients partenaires soient des enfants. Donc, ça joue beaucoup dans ce qu'on parle ici. Et par exemple, dans le cas de la maladie à laquelle je m'intéresse, il n'y aura pas de bébé partenaire patient ici. C'est juste pas possible. Donc, il faut garder ça en tête aussi, je pense. Intéressant. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on a le temps pour un autre commentaire? Rapide. OK. Ben, je voulais seulement mentionner, parce qu'on se voulait porter de l'espoir un petit peu. À mon sens, historiquement, il y avait 4 grands types de défis associés aux maladies rares, à tout le moins que je perçois. Ceux financiers, parce qu'on comprend que pour les entreprises qui s'investissent là-dedans, le marché est assez limité. Ceux au niveau du diagnostic, parce qu'il y a tellement une faible proportion de patients atteints que ça rend les efforts de recherche encore plus grands. Au niveau du développement des médicaments, parce que ce sont souvent des pathologies complexes. Puis aussi au niveau des silos qui sont formés. Puis je pense qu'aujourd'hui, on est en droit d'avoir beaucoup d'espoir parce qu'au niveau financier, il y a beaucoup d'incitatifs qui ont été mis en place pour favoriser la recherche sur les maladies rares, puis inciter les entreprises à prendre ce pas-là.
au niveau du diagnostic, bien, avec l'arrivée de toutes les sciences et approches omiques, on est capable de processer beaucoup plus d'informations aussi, puis d'arriver rapidement à des informations très pertinentes pour le diagnostic. Pour les interventions thérapeutiques, bien, toutes les thérapies avancées, que ce soit thérapie génique, thérapie cellulaire, même thérapie fondée sur l'ARN, peuvent être utilisées à des fins d'options thérapeutiques. Puis les silos, bien, je pense qu'avec la volonté gouvernementale actuelle qui vient interpeller puis mobiliser plusieurs acteurs de l'écosystème, bien, on est en train de créer une espèce de momentum qui fait en sorte qu'avec tout ça ensemble, on est en droit de croire de façon réaliste que les choses vont pouvoir progresser puis aller de l'avant plus rapidement dans le futur. C'est important. Merci de terminer sur cette note-là. Un mot j'ai envie d'entendre Carole là-dessus parce que, bon, au fond de recherche, on le sait que c'est très important l'interdépendance, puis on a les 3 fonds qui collaborent quand même main dans la main. Puis là, dans un contexte où on essaye d'aller chercher beaucoup le public, de parler de promotion de la santé. On est dans une perspective de santé globale, c'est-à-dire qu'on ne veut plus juste parler d'offrir de meilleurs soins. On veut en amont. On parle de la génétique, ça rentre là-dedans, peut-être dépister plus tôt. Comment ça intervient tout ça dans le rôle des chercheurs, mais aussi au fond de recherche? Comment on travaille justement pour viser cette interdisciplinarité dont on parlait, le fait de travailler ensemble comme ça? Elle est compliquée et large, ta question. Hein? Merci. Hein? On finit sur une note compliquée. On finit sur une note compliquée. Je vais repartir du démarrage qu'on a eu. Et le démarrage qu'on a eu, c'est pas seulement des témoignages de personnes qui sont atteintes de maladies rares, c'est des personnes qui, à travers les médias sociaux, contribuent sur leur réalité et apportent leurs propres solutions dans cette réalité-là. Pourquoi je commence à répondre à ta question comme ça? Parce que quand on est au Fonds de recherche du Québec, une des choses qui nous motive beaucoup, au-delà de soutenir les équipes de recherche qu'on adore tous, là, on va le dire quand même, c'est ce dialogue science et société. Et je commence avec ça parce que c'est en prenant conscience de ce dialogue-là que je vais pouvoir commencer à mettre ensemble les différents acteurs dont on a besoin, puis essayer de dépasser le stade de la maladie ou en tout cas intervenir de plus en plus précocement dans cette maladie-là. Et je m'explique tout à l'heure, on parlait d'intelligence artificielle. Ce serait le fun si j'avais comme un petit outil qui viendrait analyser tous les réseaux sociaux, qui cliquerait sur le mot maladie rare, qui créerait un petit registre. Puis là, on se dirait « Ah, mais attends, moi, je suis en train d'avoir exactement la même pathologie que quelqu'un d'autre qui est à Copenhague. C'est-tu le fun? » Puis là, on va commencer à avoir des solutions. Puis là, on va dire « Ouais, c'est bien une thérapie, mais peut-être ce que j'ai besoin, c'est le cas qu'on entendait, c'est peut-être une orthèse. » Donc là, moi, je vais aller voir ma collègue, Janice Bellet du Fonds Nature et Technologie. Puis là, je vais lui dire hey, attends, là, ce que j'ai besoin, moi, c'est des ingénieurs. Puis j'ai besoin des mathématiciens parce que j'ai besoin qu'on analyse tout le web. Puis j'ai besoin des ingénieurs pour faire leur thèse. Et je pense que c'est ça, de plus en plus, qu'on est capable de faire. Alors, je nous ai projeté dans 5 ans, sûrement pas 10 ans. Ça va arriver avant ça. Mais c'est les connexions qu'on est capable de faire. Puis si on est capable de les faire dans l'administration ou la gestion de la recherche, là, je vais me retourner vers mon collègue et puis je vais lui dire, quand on a décidé de financer le réseau Rare Québec, il y a plein de choses qu'on a demandé au réseau, à part l'intelligence que des équipes peuvent apporter. C'est la fameuse intersectorialité. Donc, ils n'ont pas juste le droit de travailler entre cliniciens, chercheurs fondamentaux. Il faut qu'ils aillent chercher les sciences sociales, les sciences humaines. On a demandé qu'ils travaillent avec les décideurs. Il ne faut pas oublier que ce réseau-là est financé en partie par le ministère de la Santé et des Services sociaux qui, dans son plan, a prévu dès le départ d'avoir un réseau comme ça. Donc, je pense que c'est ce qu'on est comme société capable de construire de plus en plus, répondre à des problèmes complexes, avec des approches complexes qui nécessitent qu'on échange. La question était alambiquée, mais la réponse en valait la peine. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carole. Je sais qu'on n'a plus de temps. On a vraiment plus de temps. J'allais laisser le mot de la fin à Jonathan, mais je pense que c'est un mot qui sera merci, n'est-ce pas? Oui, bien effectivement, je vois que le temps avance beaucoup. Il y a tellement de belles initiatives en recherche, effectivement. Moi, je peux que dire merci
D'ailleurs, le RQMO fait partie comme collaborateur du réseau RORQC, comme représentant des associations de patients. Puis je pense que il faut en parler. Le but, c'est d'en parler de plus en plus, puis c'est de collaborer tout le monde ensemble. On parlait de silo. Moi, je suis un peu tanné d'entendre ce mot-là, puis il faut mettre les mots en C, là, coopération, collaboration. Il faut mettre ça de l'avant, effectivement, et c'est un peu grâce à ce genre d'émission-là qu'on va justement... On va y arriver. On va y arriver, Définitivement. exactement. Donc, travaillons ensemble. Ensemble, on est plus fort. Donc, voilà. Merci de le rappeler, Jonathan. Merci à vous deux. Merci nos observateurs, donc Carole Jabet et Jonathan Pratt. C'est donc la fin de cette émission, c'est plus clair, depuis le Centre de recherche du CHUM à Montréal, qu'on remercie d'ailleurs pour l'accueil. Merci à nos 6 intervenants venus nourrir la réflexion collective qu'on vous a promise au début d'émission pour proposer un peu des manières concrètes d'unir nos efforts pour faire progresser la recherche. Donc, Cassandra Poitras, Suzy Auclair, le docteur Elafaf, le docteur John Mitchell, Nicolas Pilon et Véronique Dugas. Lors du prochain rendez-vous, c'est plus clair, nous parlerons de l'innovation en génie au service des athlètes et des Jeux olympiques. Je pense que c'est à propos pour les prochains mois qu'on va vivre ensemble. Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Mon nom est Déborah Charenfant. Ça a été un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.